Vendredi 28 février 2025. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes là, la 5e sortie de la semaine en ce qui concerne donc votre émission, le grand soir. Le grand soir de ce soir, nous sommes vendredi et vous le savez, lorsqu'il est 17h, c'est la grande causerie du soir qui commence. La grande causerie de ce soir, ce vendredi, pas moins de deux sujets qui vont nous intéresser ce soir. Nous parlerons tout d'abord de la présidentielle 2025. Que peut l'opposition en rendre dispersée? Je rappelle que ce sera notre plat de résistance en deuxième partie de cette émission. Nous parlerons donc de la politique, nous parlerons de l'opposition, nous parlerons de la présidentielle 2025. Plus que quelques mois et nous serons donc là pour cette autre élection. Mais déjà, comment est-ce que les Camerounais préparent cette élection-là? Surtout nos amis de l'opposition. Comment font-ils pour s'en sortir, n'est-ce pas, pour gagner? Parce que nous constatons que jusqu'à présent, c'est chaque candidat qui déclare donc sa candidature. Ou alors chaque parti qui présente, n'est-ce pas, son candidat. Alors, peuvent-ils réussir? Ou alors l'opposition peut-elle réussir en rang dispersé? Ce sera l'une des préoccupations de ce soir, et d'ailleurs la préoccupation majeure dans cette émission. Dans cette autre émission en plat de résistance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous parlerons des routes et insalubrité à Yaoundé. Pourquoi ça persiste? Routes et insalubrité à Yaoundé. Vous constatez que l'émission commence avec un grand retard, pas moins de 12 minutes. Et pourquoi? Tout simplement, nos invités nous diront pourquoi est-ce qu'on ne sont pas là à l'heure. Certains estiment qu'il y a un problème d'embouteillage. À côté de, n'est-ce pas, de ces embouteillages-là, il y a certainement également les routes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà le plat de résistance, n'est-ce pas, de la causerie de ce soir. Mais quand même, quelques-uns sont déjà avec nous. Monsieur Njonan est parmi nous. Bienvenue une fois de plus. Merci Charles Apollinaire Ongba, merci pour cette invitation. Et je souhaite à vous, millions de téléspectateurs, vraiment une très belle soirée et un bon début de week-end. Monsieur Njonan, vous êtes psychologue, c'est ça? Oui, un psychologue pédagogue. Oui. Ça, c'est fait d'une manière, présenté d'une manière galante, ou alors d'une manière un peu compliquée, le conseiller d'orientation. Voilà. Vous êtes donc à la base conseiller d'orientation. Oui. Sorti de l'école normale? Nous avons été formés en orientation. Nous sommes les pionniers de l'orientation au Cameroun. Notre formation se faisait à Besançon et à Toulouse. Donc vous avez très vite voyagé. Oh, non, pas la grâce de Dieu. vous êtes allé en France? Oui, pour 2 ans. Un petit villageois sorti du village. C'est la chance, c'est une chance pour moi. Dieu a voulu ainsi. Dites-nous comment vous faites pour arriver en France. Comment est-ce que vous obtenez cela? C'était une bourse? C'était quoi? Tout ça, quand on est pionnier, comme on était, avant que l'école normale s'ouvre, nous étions déjà sur le terrain, au conseil d'orientation. La bourse, c'était une bourse donnée par la coopération française, bien sûr, à travers le ministère de l'Éducation nationale en même temps. Oui. Et le ministère de l'Éducation nationale? Oui. On passait le concours aujourd'hui. Aujourd'hui, ministère de l'éducation de base, ministère de l'enseignement secondaire et le ministère de l'enseignement supérieur. Oui, c'était en ce moment-là, Minéduc, donc ministère de l'éducation nationale. Tout. Alors, vous étiez pionnier? C'était à travers un concours? C'était quoi? Bien sûr, nous avons fait un concours dans le temps ici à Polytechnique, et c'était pas le concours de dictée, c'était des tests psychotechniques. Vous voyez les enfants qui entrent à l'IAI là. Ils commencent par les tests psychotechniques, on voit votre QI. C'était dans le temps, on voit ton QI, on analyse, on voit, c'est ton intelligence, c'est ça, c'était pas des questions. Bien sûr qu'à la fin, il y avait quelque chose comme les mathématiques, quelque chose, c'est jamais. La grande partie de l'épreuve, c'était les tests psychotechniques. Okay. Oui. Alors, quelle appréciation faites-vous, n'est-ce pas, des conseillers d'orientation? Nous allons parler ça très simplement comme ça. De nos conseillers d'orientation,
En existe-t-il encore aujourd'hui dans nos établissements? Ils sont peu, mais ils existent puisqu'ils sont formés à l'école normale supérieure. Mais on en prend peu. Et le problème est que le psychologue, comme le conseil d'orientation, est un psychologue assez varié. Vous voyez, notre formation est que on travaille comme des psychologues de travail, des psychologues de pédagogues, des psychologues. Vous en trouverez à la présidence. Actuellement, il y en a au ministère de l'Emploi, il y en a au ministère du Commerce. Oui. Nous saurons avoir un monde sans psychologue. Voilà. Parce que maintenant, ceux-là qui doivent diriger la pédagogie, oui. Pourtant, c'est une décision importante de la vie. Voilà. C'est-à-dire, lorsque vous allez à l'école, on regarde vos moyennes. Je pense que c'est ça le rôle du conseiller d'orientation. Essayez de voir, lorsque vous êtes en 6e, 5e, vous êtes fort dans quelle matière, comment est-ce que vous vous en sortez, avant, n'est-ce pas, de vous orienter. Si vous faites la seconde C, la seconde A, et ainsi de suite. Mais est-ce que cela se fait véritablement de nos jours? Le travail a dû, je vous assure, monsieur Omba, je suis dans le domaine, on m'appelle papa orientation, vraiment, j'ai bossé dedans, et je vous dis que l'orientation est bien. Copain, non? Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, on n'en dispose même pas dans la norme, voilà. C'est ça. Donc, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment effectif de nos jours? Oui, c'est effectif. Pour le sens cela? C'est effectif, mais certains parents, puisque l'orientation... D'abord qu'il y a très peu de conseillers d'orientation. Comment expliquer cela? Oui, ils ne sont pas partis. Ils ont un rôle très important. Oui, c'est les moyens de l'État. L'État ne doit pas recruter les gens formés à l'école pour les faire aller au quartier. L'État prend chaque année 30, 40, que forme, il injecte ainsi. Parce que dans les établissements, bon, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Okay. On n'est pas encore partout dans le pays. Et c'est un secteur qui est bien sûr très lointain dans le corps de personnes d'éducation nationale, mais que beaucoup ne connaissent pas encore. Et le problème que se pose aussi, c'est, bon, avec le temps, les parents parfois, bon, on en parlera plus tard, l'orientation, nous avons des outils de travail pour permettre aux enfants d'aller là où il faut. Merci d'être là ce soir, Monsieur Jonas. Merci. Chaque fois vous êtes au Cameroun et que vous êtes à Yaoundé, vous ne manquez pas de répondre à notre invitation. Je vais accueillir quelqu'un d'autre qui est aussi dans la pédagogie. Merci. Mais est-il aussi psychologue, n'est-ce pas, dans cette pédagogie-là? Il faut quand même dire que tous les enseignants sont des pédagogues. Oui, en pédagogie, il y a l'option de psychologie. Psychologie différentielle. Gabriel Michel Choudjem, oui. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mes collègues, à tous les enseignants, n'est-ce pas, du primaire jusqu'au supérieur en passant par le secondaire. Je suis heureux d'être sur votre plateau car j'ai toujours gardé à l'esprit que c'est du choc d'un contraire que j'aille l'étincelle et que le progrès de la connaissance repose sur la compréhension de notre ignorance. Merci. Monsieur Choudjem, quelqu'un me faisait encore comprendre que, savoir l'autre jour que vous avez pris du volume en ce qui concerne, n'est-ce pas, les débats télévisés, parce qu'il y a quelque temps, c'est peut-être, enfin, c'est le téléspectateur qui me faisait, n'est-ce pas, part de la situation. Je rappelle que vous êtes là comme la société civile. Oui. Même si vous êtes également... Bon. Vous dites qu'il y a un grand événement. Il faut dire que je suis, par la grâce de Dieu, je suis un homme pluridimensionnel, n'est-ce pas? J'interviens sur les plateaux de débat chaque fois que je suis sollicité. Vous m'avez connu ailleurs, même qu'ici. Et demain samedi encore, je serai sur un autre plateau comme celui-ci. Bon, ce sont les journalistes, c'est vous, n'est-ce pas, qui trouvez que j'ai de l'expertise, que j'ai de la matière à, n'est-ce pas, à placer pour l'intérêt de mes compatriotes et même pour la diaspora. Voilà, merci d'être là ce soir. Vous abordez aujourd'hui la casquette de la société civile. Je voudrais rappeler que je suis syndicaliste de vocation. Au-delà, n'est-ce pas, de ma qualité d'enseignant, de pédagogue, je suis, n'est-ce pas, un syndicaliste de vocation. Et que par plusieurs fois, certes, ce n'est pas une bonne chose de le dire, mais je ne cesse de le dire que par 2-3 fois déjà, j'ai tenté de rencontrer le président Biya au Palais de l'Unité, mais sans succès. C'est votre droit. Oui. Vous l'avez voté. Voilà. En tout cas,
Vous êtes un citoyen camerounais. Et je continuerai, n'est-ce pas, pour apporter mon point de vue au sujet, n'est-ce pas, des fléaux qui minent la nation camerounaise. Nous n'allons pas parler des pédagogues aujourd'hui exclusivement, ou alors des conseillers d'orientation. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines émissions. Monsieur Jonan, qui est, n'est-ce pas, conseiller d'orientation, avec une base assez solide. Je ne voudrais pas que vous réagissiez sur la question, n'est-ce pas, des conseillers d'orientation, sauf que c'est un constat de journalistes ils sont rares. Non, mais, très rares, il faut pas dire dans que, nos établissements. il faut dire que, comme l'a dit mon copanéliste, les conseillers d'orientation deviennent de moins en moins nombreux. Et c'est plutôt inquiétant. Parce que quand on dit conseiller d'orientation, donner une direction, donner une ouverture, aider les apprenants, n'est-ce pas, à mieux s'orienter. Vous savez, quand un élève part, par exemple, qui est le premier cycle, pour le second cycle, ça peut être pour la filière technique, ça peut être pour la filière scientifique, ça peut être pour la filière littéraire. Les conseillers d'orientation sont les mieux placés, sont les mieux outillés, sont les mieux qualifiés pour aider, n'est-ce pas, nos cadets, nos élèves, nos apprenants à faire le bon choix. Et surtout, lorsqu'il faut même partir de l'enseignement secondaire après le baccalauréat, pour l'enseignement supérieur. Et encore qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a encore d'autres ouvertures. Donc, le conseil d'orientation, à mon avis, est indispensable pour le bien-être de l'éducation. Nous y reviendrons, vous allez voir, nous y reviendrons sur cette question. Quel est le rôle véritable, n'est-ce pas, du conseiller d'orientation? Lui n'est pas conseiller d'orientation, peut-être scolaire, mais peut-être conseiller d'orientation en politique. Il est des nôtres ce soir. Monsieur Ndjekam Tchamini, bienvenue. Merci et merci de m'avoir invité. Je dis bonsoir à mes copanélistes et à vos téléspectateurs très nombreux. Alors, monsieur Ndjekam Tchamini, je vous reçois aujourd'hui comme président du MDI. Qu'est-ce que l'on peut comprendre du MDI? Le MDI est un parti qui a été créé en 1997 de la fusion de 3 autres partis politiques et de 12 associations. C'est un parti dont le nom entier, Mouvement pour la démocratie au Cameroun et l'interdépendance en Afrique, qui se voulait un mouvement qui fasse non seulement donc la lutte pour une société civile plus éduquée, plus participative, mais également un Cameroun qui joue un rôle fondamental dans le processus d'unification et de fortification de l'Afrique. Donc voilà les 2 idées qui ont prévalu à la création de notre mouvement. Ok, merci d'être là ce soir. Je rappelle que notre dernière rencontre, c'était lors de la dédicace d'un livre dédié ou qui avait une inspiration de l'ancien président du Niger. Oui, absolument. C'était le livre que j'ai commis sur Bazoum. Le président du Niger, Bazoum. Le tout dernier, celui qui a été renversé par le général Tiani, qui est un ami de longue date. Je l'ai connu en 1991, quand j'allais faire le tour de l'Afrique de l'Ouest pour voir et m'inspirer de l'expérience de conférence nationale souveraine que nous réclamions à l'époque, au Cameroun nous aussi. Et donc, je l'ai rencontré à la conférence nationale du Niger, on s'est lié d'amitié, et dans mon livre, j'essayais de montrer comment un parti politique qui s'est constitué a, pendant 20 ans, travaillé pour arriver au pouvoir. Maintenant, ce qu'ils ont fait, quand ils sont arrivés au pouvoir, ça c'est autre chose. Mais c'est de bon livre. Il faut dire que quelques jours ou quelques temps après, n'est-ce pas, cette dédicace-là, que le président Bazoum... Oui, il a effectivement été déposé. Mais ça n'enlève en rien la pertinence du livre, parce que le livre parlait plutôt du cheminement qu'a utilisé son parti, le PNDS, pour partir de petits partis de gauche à partir du gouvernement. Ils ont quand même gouverné le Niger. Ils ont pris 20 ans pour arriver au pouvoir, ils sont restés au pouvoir 11 ans. Je rappelle que votre dernier bébé, c'est Ndjekam Tchamini, une vie pour la révolution. Non, ça c'est le bébé de Eno Meyomese, qui a commis donc une biographie sur ma petite vie. Ah, ok. Vous avez également été pris en référence par Eno Meyomese. Il prend
Enfin, vous êtes une personne de référence alors. Ben, écoutez, j'ai participé, je suis dans la lutte au Cameroun depuis ma tendre enfance, depuis 17 ans que je participe à la lutte. Lutte de quoi? Ben, la lutte pour un Cameroun plus démocratique à l'époque, c'était j'entre à l'université autour de 17 ans et à l'époque c'était le parti unique, c'était la main pesante de M. Aïdjo, et déjà au niveau de l'université nous travaillons au sein d'une cellule marxiste clandestine qui avait pour but de former des révolutionnaires qui voulaient d'abord ramener la démocratie de la prospérité au Cameroun. Donc voilà. Ouais. Alors, vous êtes donc un révolutionnaire depuis des années. Je pense que oui, je peux me définir comme un révolutionnaire au sens. Sur une plateforme. Là maintenant, je crois que j'ai la Alliance pour la transition refondatrice. Oui, oui, c'est une alliance de partis politiques et associations qui militent en faveur d'une refondation du Cameroun, partant du constat que le pays est dans un état de délabrement avancé et qu'une simple élection qui consisterait à changer les gens à la tête de l'État dans un système qui lui resterait fondamentalement même ne nous permettrait pas d'aller très très loin. Il y a des problèmes fondamentaux qui se posent, qui ont trait à la fondation même, à la façon dont l'État camerounais a été créé brutalement par la France et sans notre avis en 1957. Et ce sont ces problèmes-là, c'est cette maladie congénitale qui se manifeste en crise et en le problème n'est pas né aujourd'hui, c'est depuis... C'est un sérieux problème qui est fondamental et on doit donc l'adresser sérieusement. Vous avez une plateforme d'un certain nombre de partis politiques pour peut-être affronter la prochaine élection présidentielle. Notre plateforme n'est pas une plateforme par nature électoraliste. Elle a un objectif et une mission. C'est-à-dire que d'amener une masse critique d'acteurs politiques et une masse critique du peuple camerounais surtout, qui est le détenteur ultime du pouvoir, à comprendre la nécessité pour nous de passer par une refondation donc qui se ferait au cours d'une transition qui peut durer n'importe où entre 2 ans et 4 ans. Donc c'est ce que nous essayons de promouvoir. Et nous ne faisons pas en mettant en avant un candidat ou une personne, mais une idée. Il nous faut refonder le Cameroun et pour la refondation du Cameroun, il faut que tout le monde y participe. Parce qu'en allant en rang dispersé, on n'y arrivera pas. Peut-être vous anticipez sur la grande question de ce soir à ce qui concerne le sujet phare. Je vais accueillir un brillant journaliste qui nous fait la fierté d'être là ce soir. Bran Kanga, bienvenue. Bonsoir M. Angwa, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Très heureux, n'est-ce pas, de vous avoir sur mon plateau. Plaisir partagé. Oui, on vous a vu sur d'autres plateaux que vous-même vous avez animés pendant longtemps. Je suis tenté de vous poser la question. Quelqu'un m'a dit, demande un peu à Brian, qu'est-ce qui s'est passé? Des amours avec une certaine chaîne que je ne veux pas nommer, sauf si vous la nommez. On vous a vu longtemps au niveau de l'écran et vous êtes porté disparu. C'est quoi le problème? C'est pas pour dire qu'il y a un problème, hein, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un choix personnel? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, au Cameroun, c'est un peu difficile d'accepter les démissions et autres. Mais en toute humilité, je me suis dit, après avoir passé un certain nombre d'années dans une chaîne où on n'est pas toujours compris, où on semble mener une lutte dont on est le seul à comprendre, il est bon temps peut-être de se retirer et d'aller voir mieux ailleurs. Si jeune. Ouais, pourquoi pas? On n'a pas besoin d'avoir 70 ans pour démissionner. Aux ans bien nés. surtout que je n'ai pas disparu des radars. Je suis bel et bien dans une chaîne de télévision. C'est vrai qu'on est sur un programme. On a un peu quand même innové parce que j'ai envie de dire sans publicité que nous sommes
aujourd'hui la première chaîne de télévision sur le digital. Nous sommes essentiellement sur Facebook et YouTube et on se dit avec l'évolution de la technologie, il est dépassé ce temps où on doit toujours attendre 20h30 ou 19h30 ou je ne sais trop quelle heure, ou 17h ou 13h pour avoir les informations. Nous, de manière spontanée sur Naya, allez, vous avez les informations, vous pouvez les regarder quand vous voulez, comme vous voulez. Il suffit d'avoir un téléphone Android, vous êtes connecté et puis vous regardez nos contenus quand bon vous semble. Et il faut le dire, ça a vraiment été une grosse expérience pour moi, à titre personnel, découvrir cette forme de révolution. On ne fait pas la télé comme d'habitude parce que révolutionnaire ce soir. Non, c'est pas une question de bon, c'est à vous de juger comme vous voulez, mais il faut le dire, les Camerounais, une autre façon de faire la télé. Une autre façon de faire la télé, c'est vrai que c'est difficile, très difficile même parce que les Camerounais n'ont pas encore véritablement les habitudes d'ancrer dans la consommation des produits internet. Ça veut qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour regarder, n'est-ce pas, ces émissions-là. Il faut avoir et combien. Vous savez qu'il y a des gens qui chargent les mégas de 250 pour une semaine. Comment vont-ils faire pour ça? Oui, mais je ne suis pas sûr que ça coûte plus cher que de regarder la télé conventionnelle. Parce que lorsque vous regardez la télévision conventionnelle, la première chose que vous devez payer, c'est le temps. Parce que vous avez un timing précis. Je sens, loin de moi cette intention. La première chose que vous payez en regardant la télévision conventionnelle, c'est le temps. Vous devez être de manière focus devant la télé à une heure précise. La deuxième des choses, c'est que vous payez le courant, l'électricité ou encore, je ne sais pas trop, le câble et bien d'autres encore. Vous voyez donc que si vous faites une substitution en mégas, ça ne vous revient pas forcément. Merci. Merci à vous, Brian. Merci d'être là ce soir. Alors, mesdames, messieurs, très rapidement, sans transition, avec la complicité de nos réalisateurs et, n'est-ce pas, de notre ami à la régie, Guy, qui se trouve là-bas, nous allons prendre la première la mise en bouche. Nous allons essayer de parler un peu avant, n'est-ce pas, de toucher le sujet phare à l'ordre du jour. Alors, mise en bouche ce soir, nous parlons donc des routes de Yaoundé, routes et insalubrité à Yaoundé. Pourquoi ça persiste? Pourquoi ça persiste? Je crois, le Cameroun Tribune d'aujourd'hui, peut-être nous allons le retrouver, ou alors Guy va le retrouver également, qui revient sur cette question-là. Les routes à Yaoundé. Alors, Brian, vous êtes journaliste, peut-être les faits, vous pouvez également les présenter. Comment comprendre cette routine-là? Les routes, l'insalubrité à Yaoundé, un amour qui n'est pas très apprécié par les Camerounais. Un amour malsain. Bon, je ne sais pas trop si c'est une coïncidence que cette thématique a été choisie aujourd'hui parce qu'effectivement, nous avons travaillé sur la question il y a 2 jours où nous avons mené une enquête avec Jean-Bruno Tanier pour essayer de comprendre ce qui se passe véritablement. Et pour ce qui est de l'insalubrité, ça fait véritablement des années que ça dure. On est un peu fatigué aujourd'hui dans les médias de parler de l'affaire de saleté, d'ordures dans la cité capitale. Mais nous sommes allés un peu plus au-delà pour savoir concrètement ce qui se passe. Et curieusement, notre enquête a aussi coïncidé avec la rencontre interministérielle présidée par Joseph Diongouté, le Premier ministre, pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe autour. On espère que d'ici à là, les choses vont véritablement se décanter. Mais vos téléspectateurs doivent savoir que le problème d'insalubrité à Yaoundé est simple. À date, Yaoundé n'a pas un prestataire, c'est-à-dire une société agréée pour ramasser les ordures. Et donc, le travail qui est fait par l'ancienne société, entre guillemets, c'est un travail un peu volontaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne société? Ce qui se passe, effectivement, c'est que le contrat entre la société en question et la communauté urbaine de Yaoundé est expiré depuis fin 2023. Courant 2024, la mairie de la ville a essayé de travailler comme elle pouvait pour demander à cette société de ne pas se retirer subitement. Il était donc question de recruter de nouveaux prestataires, pas un seul, parce que désormais Yaoundé a la possibilité, comme toutes les autres villes, d'avoir plusieurs prestataires en termes de ramassage d'ordures et bien de décentralisation. Et bien évidemment. Et donc
ce contrat n'a pas été renouvelé pour une raison simple. L'Agence de régulation des marchés publics a été saisie par un autre candidat soumissionnaire qui estimait qu'il y avait des magouilles dans le processus de recrutement du prestataire en question. Et donc, avec cette saisine de l'ARMP, il se trouve que l'ARMP justement a donc intimé l'ordre à la communauté urbaine de Yaoundé de ne pas signer le contrat avec cette société qui travaille depuis belle lurette pour essayer de tenir le coup en matière d'ordures dans la ville de Yaoundé. Et donc, jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2025, le contrat n'a toujours pas été renouvelé et une commission a travaillé sur la question, n'a pas pu déceler quel était le véritable problème dans la plainte de ce soumissionnaire, entre guillemets, recalé en second plan. Mais malheureusement, on a dit à la communauté urbaine de Yaoundé, vous ne pouvez pas payer les prestations de cette société pendant l'année 2024. Donc vous comprenez que à date, si la communauté urbaine de Yaoundé, SAZAT, a payé les factures de cette société, le patron, le maire de la ville, risque d'être poursuivi pour détournement de fonds publics. Et on connaît très bien ce phénomène sous d'autres cieux. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de jongler pour joindre les deux bouts. On se bat comme un beau diable pour pouvoir s'en sortir. Deuxième chose, Yaoundé a besoin d'à peu près 15 milliards de francs CFA par an pour le ramassage des ordures. Le ministère des Finances débloque 5 milliards. La communauté urbaine se bat à fournir 1 milliard, ce qui fait 6 milliards. Il y a donc un déficit de 9 milliards qu'il faut trouver. Quand bien même on aura trouvé cet argent, il faut qu'il y ait d'autres prestataires. Pourquoi? Parce que la société qui de manière ordinaire travaille a les capacités de collecte de 1500 à 1600 tonnes d'ordures jour, alors qu'en principe, nous à Yaoundé, vous et moi et tous les autres, nous produisons par jour 3000 tonnes d'ordures. Ok, la question, elle est donc assez profonde. Le sujet est même inquiétant. Monsieur Djekam, vous habitez parfois à Yaoundé, mais les problèmes de Yaoundé, on peut également les trouver du côté de Douala et peut-être dans le reste du pays. Il y a le cas de Yaoundé, étant donc un cas d'exemple. Quel regard jetez-vous, n'est-ce pas, sur cette situation? Insalubrité à Yaoundé, question de route, c'est tout un autre sujet. Oui, je suis, comme vous l'avez dit, un visiteur de Yaoundé, mais j'habite précisément à Douala. Et à Douala, nous avons exactement le même problème. Je suis très très content d'avoir trouvé une explication raisonnable et je remercie M. Kamga d'avoir brillamment donné des éléments qui me permettent de maintenant mieux comprendre. Le problème, je ne sais pas si c'est la même chose qui se passe à Douala. Toujours est-il que les conséquences sont les mêmes. Et par-delà les explications, je crois qu'il y a des choses qui relèvent de l'urgence. C'est-à-dire que l'État doit intervenir. Ce n'est pas... Je sais qu'on dépense beaucoup d'argent dans des sottises qui ne sont pas aussi risquées que la santé des populations. C'est extraordinaire quand même de voir comment les ordures sont traitées dans notre pays. Vous passez partout, les ordures sont jetées dans la rue, c'est extraordinaire. Pas simplement jetées, qui coupent la route en deux, c'est extraordinaire. Vous parlez de questions de santé, quelles sont les conséquences véritables lorsque nous savons que tout juste à côté, ce sont des personnes qui y vivent, et non loin d'ici, nous sommes à Foulan, l'école publique de Foulan, c'est tout juste là, à côté, enfin, c'est envahi des deux côtés que l'on vient verser, n'est-ce pas, tout ceci, les conséquences alors de ces enfants, de ces passants et de ces habitants. C'est un problème assez sérieux. Non, c'est un problème sérieux et je crois qu'il y a des questions sur lesquelles, à un moment donné, un État doit intervenir et intervenir rapidement parce que se retrouver dans une situation aussi dangereuse simplement à cause d'une sorte de technicalité, je trouve ça carrément révoltant, on peut dire la vérité. C'est un problème qui peut être résolu rapidement. J'ai vu
parfois sur des questions aussi ridicules que le football, que des décisions soient prises, des milliards soient débloqués en 2 minutes. Mais là, c'est la santé des populations qui est en danger et tout le monde est assis et on est... J'espère que les Camerounais qui vous regardent en ce moment vous vont garder, n'est-ce pas, toujours cet amour-là. Hein? Alors, Monsieur Choudjem, oui. La question de l'insalubrité à Yaoundé, elle interpelle presque tout le monde. En plus de ce que vous venez de dire, voilà, moi je suis, quelque temps avant, je suis allé couvrir quelques cérémonies avec le ministre de la Ville qui nous faisait part que, bon, du côté du ministère, qui doit, n'est-ce pas, valider ces signatures-là et qu'il y avait plutôt blocage de ce côté-là et que, sans toutefois vouloir le dire, qu'il fallait peut-être mouiller la barbe, comme ça se dit au Cameroun. Je ne sais pas si Brian a également eu la même information, mais je vous pose la question. Cette situation, comment la gérer, Monsieur Choudjem? Ce que j'ai retenu, n'est-ce pas, du développement fait par le journaliste Brian ici sur le plateau, c'est lorsqu'il a dit que Yaoundé a besoin d'environ 15 milliards de francs CFA pour juguler ce problème de route et même résoudre les problèmes. Non, problème d'ordure uniquement. Voilà. Uniquement. Merci, Oui, merci uniquement. de préciser cela. Oui. 15 milliards pour résoudre les problèmes d'ordure dans la capitale. Et il faut rappeler que si nous parlons de Yaoundé, ça ne veut pas dire qu'à Bafoussam c'est mieux, ou à Garoua, ou à Maroua, ou ainsi de suite. C'est un problème général dans le pays. Alors, il est un peu écœurant, n'est-ce pas, et navrant de comprendre que Yaoundé a un manque de 15 milliards, alors que nous savons que le Cameroun est une richesse, un paradis terrestre, s'il y avait un minimum de bonne gérance. Comment comprendre que, n'est-ce pas, au Cameroun, nous avons les lignes 94, 57 et 65, où les milliards disparaissent chaque année, de l'argent qui aurait pu, n'est-ce pas, aider à résoudre ce genre de problème. Mais les gens préfèrent des investissements illicites, au vu et au su de tous. Vous voyez? Et comment comprendre que, n'est-ce pas, est-ce que vous savez qu'en 2020, l'État du Cameroun a perdu un peu plus de 16 milliards de francs CFA liés, n'est-ce pas, aux missions fictives à l'étranger. Donc, comme pour dire que ce problème d'argent qui est, n'est-ce pas, une carence, qui fait défaut pour résoudre ce problème d'ordure au Cameroun, vraiment, c'est un peu honteux, c'est un peu humiliant. Ça témoigne, n'est-ce pas, du fait que nos autorités en charge des questions de route ou bien des questions de salubrité au Cameroun ne sont là que pour leurs intérêts personnels, ça ne leur dit pas grand-chose. Vous voyez? Et puis, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant lorsqu'on sait qu'il y a par contre de la ressource humaine, il y a la matière pour faire ce travail. Mais il y a donc, on peut dire, un manque de volonté, vous voyez, un manque de conscience professionnelle, aussi bien individuelle que collective, pour taire ce problème. Nous sommes presque tous venus un peu en retard ce soir sur ce plateau, pas parce qu'on voulait venir en retard. Je suis parti de chez moi à 2 heures de temps. De 17h pour arriver ici à Ifo. Vous savez, vous êtes toujours ponctuel. Voilà. Tout les embouteillages sont devenus récurrents à Yaoundé. Et les embouteillages sont liés aux routes étroites. Les routes sont très étroites. Et bien même quand elles sont bien faites, il y a tellement, n'est-ce pas, des nids de poules. Voilà pourquoi les voitures préfèrent s'aligner. Il faut également dénoncer, n'est-ce pas, ce comportement de ces chauffeurs, n'est-ce pas, comment je peux les appeler, mal formés, qui font parfois des dépassements un peu, vous voyez, qui contribue, n'est-ce pas, à augmenter les embouteillages sur nos routes. Ok. Alors, Monsieur Choudjem, non pas Monsieur Choudjem, je voudrais appeler Monsieur Jean Jonan. Hein, je vous connais plus, n'est-ce pas, d'un parti politique. Je ne veux pas donner le nom ici ce soir. Mais il semble que les lignes ne bougent pas. Les lignes ne bougent pas. Nous parlons des routes parce que peut-être Brian a commencé par cet autre côté ou ce point qui peut créer des véritables problèmes, surtout au niveau de la santé. Et constater qu'une ville comme Yaoundé soit aussi sale, on se pose bien la question, est-ce que les autorités sont là? Comment est-ce qu'ils voient cette affaire? Question de route, c'est tout autre chose. Parce qu'en plus, n'est-ce pas, de ces embouteillages que nous avons là, mais il faut quand même aller dans les quartiers retirés. Il n'y a presque pas de route de ce côté-là. Et les quelques routes que nous avons, ce sont pas les nids de poules, mais plutôt les pattes d'éléphants.
Comment comprendre ce laxisme-là? Et je rappelle que les autorités, ils passent tous les jours, constatent que les ordures divisent la route en deux, constatent que nous avons les nids de poules, les pattes d'éléphants, mais l'on reste tranquille. À qui la faute? Qui doit faire quoi? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais vous surprendre en disant que nous, les citoyens, nous avons également notre part dans ça. Le manque de civisme. Je suis à Yaoundé depuis au moins 32 ans. Quand je suis arrivé à Yaoundé, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, on a l'impression que la société rejette le pouvoir en face. Et je ne sais pas si c'était un complot, comme un Camerounais disait, complot scientifique contre le régime en place. Allez voir, quand on prend des décisions, allez voir, par exemple, je prendrai quoi, les décisions prises par le maire de la ville il y a quelques mois sur enlever les gens sur le trottoir et tout ça. Vous pensez qu'on va respecter? Je me suis dit, vieux que je suis, qu'il vaut mieux ne pas prendre une décision que de la prendre et ne pas appliquer. Rien n'a été appliqué. Que vous passez à Mokolo, que vous passez en voie à Tanambala ou ailleurs, les gens sont sur la route. À quand on va résoudre ce problème? Bon, pour ce qui est d'aujourd'hui, pardon, les bacs, parfois vous trouvez des bacs à ordures vraiment vides, presque. Mais à côté, on a mis tout un... Je ne sais pas. Le Camerounais ne veut pas peut-être être en santé. Le bac est vide, mais on ne met pas les ordures dans le bac. On les jette par terre, on les traîne partout. Bon, il y a aussi notre part dedans. Nous devons également savoir que le pays actuellement a de petits problèmes. Même si le gouvernement n'en parle pas, nous avons des problèmes de moyens financiers. Avec tout ce que nous connaissons comme les guerres contre Boko Haram là-bas, les tours par-ci par-là. Vous semblez donc accuser l'incivisme des Camerounais. Pourtant, après, on a eu, n'est-ce pas, l'occasion de vous présenter ça fait partie. Le problème technique. Vous voulez réagir? Je suis en partie d'accord avec ce que M. Dunant dit, sauf que c'est un peu limité parce que lorsque vous dites que il y a des bacs à ordures, non, il n'y a pas de bacs à ordures du tout. Lorsque vous faites le tour, si vous faites uniquement le tour de Yaoundé 3, je crois que nous sommes ici à Yaoundé 3, vous faites le tour de Yaoundé 3, si vous avez 10 points de ramassage ou de dépôt aujourd'hui, vous verrez maximum 3 points où il y a un bac à ordures, lequel bac est déjà hyper saturé, et on est venu verser à côté. La question c'est qu'est-ce que les populations peuvent bien faire? Est-ce qu'on garde ces ordures avec soi à la maison? C'est impossible, on va mourir étouffé. Ce n'est pas uniquement, c'est vrai que l'incivisme y est pour quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit dans l'ordre de 5 à 10%. Je pense que si dans chaque point bien aménagé, on a suffisamment de bacs à ordures et que la routine de ramassage est constante, on n'aura pas ce problème à Yaoundé, ça c'est clair. Oui, c'est bien de tout. Je voudrais dire que dernièrement, j'ai vu madame la ministre de l'urbanisme et de l'habitat répondre aux questions des députés. J'avais eu l'occasion de suivre ça. J'ai vu qu'elle a dit qu'il n'y a pas d'abord, il n'y a pas de moyens. Elle a dit aux députés, les représentants devant à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas les moyens. Qu'il n'y a pas assez de moyens pour le moment. Elle a été franche. Bon, je vous dis, nous sommes en difficulté, il y a des petites difficultés actuellement dans nos sociétés. Et donc, quand il n'y a pas encore un peu de moyens, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tout ce que nous pouvons dire, c'est stimuler avec des émissions de ce genre les autorités. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer. Je crois que cette émission que vous avez faite. Voilà que je pose la question, mais vous trouvez quand même, je ne veux pas être panéliste pour dire que vous trouvez quand même un chemin pour fuir la réalité, le véritable problème. Brian vous dit, si vraiment, oui, on ne rejette pas ce que vous dites, il y a l'incivisme des Camerounais, mais à quel pourcentage, à qui la responsabilité, n'est-ce pas, de tout ce problème? L'insalubrité. Est-ce que les Camerounais prennent les pioches pour aller creuser encore les routes parce qu'ils n'en veulent pas? Il faut également voir que lorsque, pour la construction, n'est-ce pas, d'une route, comment ça se passe? Le marché, comment ça se passe? Comment on effectue cela?
quelqu'un me disait, mais les Camerounais font comme si ils travaillaient, comme si ce n'était pas leur pays. Pourtant, le budget a été voté, mais on voulait verser tout simplement quelques... je vous donne raison, n'est-ce pas, je vous donne raison. Oui. Alors, là maintenant, peut-être nous allons sortir, je rappelais, c'était une mise en bouche. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous allez prendre la parole. D'abord, M. Jonan. Mais je disais tout à l'heure que si... Espérant que vous n'allez pas simplement pointer du doigt le citoyen camerounais. Non, vraiment, je ne peux pas le faire. Je sais que je n'aime pas me présenter sur le plateau sur les gîtes des partis politiques. Sinon... Personne n'a dit. Parce que j'ai dit, c'est mon point de vue. En disant que je suis RDPC, c'est certain. C'est pas ce que j'ai dit. Moi-même, nous sommes tous dans le même panier. Le problème de RDPC n'est pas dedans. Je suis pragmatique. Ce que vous avez dit est très réel. Et nous supplions les autorités et nos enfants à ne pas jeter aujourd'hui sur la route, de faire l'État et que les autorités nous aident à les enlever. Que les autorités ou alors l'État fasse d'abord le travail. Oui, c'est ce que ça revient à beaucoup de choses. L'État doit d'abord faire le travail. Monsieur Djekan, la situation, elle est assez grave. J'ai entendu un ministre de la République dire que il n'y avait pas de problème d'ordure à Yaoundé et que lui n'a jamais vu de trou sur les routes. C'est un ministre qui se caractérise par beaucoup de bouffonnerie, mais seulement ce qu'il dit dénote d'une sorte de déconnexion entre les dirigeants et la population. Effectivement, parce que les dirigeants, eux, ont la possibilité de se faire accompagner par des moutards, passer rapidement à travers les embouteillages, d'être dans des voitures, de grosses voitures qui leur permettent ni d'entendre des bruits, ni les odeurs, ni même de voir la population. Et cette façon d'avoir des dirigeants qui vivent dans un luxe insolent et qui leur permettent d'être déconnectés et d'avoir l'outrecuidance de venir dire qu'il n'y a pas de problème alors que le problème est gros comme le nez. C'est quoi, M. Djekan? Le train de vie de l'État, en ce moment, ils sauront qu'il y a des difficultés. Bon, ils auront des solutions. Il y a des problèmes qui sont tellement systémiques que je pense que on parle ici d'une question de 15 milliards. Bon, donc clairement, ce n'est pas les 15 milliards qui manquent. C'est que nous avons eu un État et des agents de l'État qui ont oublié pourquoi ils sont là. En anglais, on les appelle un civil servant. Mais ceux que nous avons en face de nous donnent l'impression plutôt qu'ils sont que via des services. C'est-à-dire que nous sommes là pour les servir, quoi. Et que leur mission vis-à-vis de la société et non pas la mission fondamentale, mais quelque chose d'accessoire qui peut arriver comme ça peut arriver. Nous avons un État où les agents ne sont pas responsables. C'est-à-dire que les conséquences, l'impunité, la capacité pour les gens de ne pas faire leur travail, de ne pas avoir de conséquences, font que, écoutez, rien ne va changer, tant qu'on n'arrive pas à changer de façon fondamentale l'État camerounais. Merci. Je voulais dire que je voulais réagir à ce que mon vis-à-vis a dit tout à l'heure là, lorsqu'il a dit que le Mingdu, il a dit que, n'est-ce pas, d'après une déclaration du ministre de l'urbanisme et de l'habitat, c'est Madame Célestine Coutès. Tout à fait. Oui, il a bien dit qu'elle disait qu'il n'y a pas assez d'argent pour, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes d'ordures et de routes. Mais non, ça il ne faut pas le dire. Il ne faut pas, n'est-ce pas, minimiser les Camerounais. Il ne faut pas, n'est-ce pas, réduire les Camerounais, n'est-ce pas, aux bêtes de somme, aux gens qui ne réfléchissent pas. Mais non. Comment comprendre cela lorsqu'on sait que au Cameroun, par exemple, on a perdu des milliards dans l'affaire Glencore. On a perdu 180 milliards dans l'affaire Covid-Gate. Hein? On a perdu, n'est-ce pas, des milliers. Voilà le stade Olembe qui continue, n'est-ce pas. Est-ce que vous savez que le stade le plus cher en Afrique, c'est au Cameroun, au stade de Olembe, qui n'est pas fini jusqu'aujourd'hui, et les milliards ne font que disparaître? Comment comprendre qu'on peut construire l'axe Lou Yaoundé Douala depuis déjà une décennie, ça ne finit pas. Mais c'est l'argent qui coule chaque jour.
on cesse de dire qu'il n'y a pas de l'argent. Il y a de l'argent pour une catégorie de personnes. Et lorsque l'argent est même débloqué pour faire ces travaux de route et d'ordures, les gens, n'est-ce pas, les gens prennent ça, ils s'enrichissent, ils s'en mettent dans les poches. Comment comprendre qu'au Cameroun, on parle de décentralisation depuis 29 ans? Charles Apollinaire. Il s'agit de quoi? Ça, c'est la sorcellerie. Depuis 29 ans, on dit décentralisation, mais on ne voit jamais. Écoutez, n'est-ce pas, au Cameroun, pas un élu ici, au Cameroun, voilà, par exemple, on demande aussi au maire ou alors aux mairies d'arrondissement de faire le nettoyage dans leur arrondissement. C'est une forme de décentralisation. Ah bon? Ah bon? Je crois. Mais qu'est-ce qu'on va donc faire pour résoudre ce problème de route et d'ordures? Alors, oui, vous citez peut-être l'argent qu'on a sorti pour peut-être Lembe, pour je sais pas, Glencore. Moi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent. Oui. C'est peut-être une question de quoi? De mauvaise foi? Il y a la mauvaise foi, il y a la corruption, il y a la malgouvernance qui est rampante. Vous voyez? Et on peut même continuer. Est-ce que ça veut dire que la vie, c'est 5% de théorie et 95% de réalisation? Mais au Cameroun, c'est l'inverse. Ok. Ça, c'est suivi. Peut-être ceux-là qui nous regardent. Hein. Les décideurs, ils doivent comprendre que ils doivent revoir, n'est-ce pas, ce fonctionnement-là. Et c'est même urgent. Nous sortons. Bon, je ne veux pas contredire qui que ce soit, mais je pense en toute humilité que le problème des routes et des ordures aille au-delà de la petite personne du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, parce que je vais faire un petit calcul simple en quelques secondes. Nous avons 14 communautés urbaines au Cameroun. Si chaque communauté urbaine de manière globale a un problème de ramassage d'ordures dans l'ordre de 15 milliards, vous voyez que ça fait 210 milliards. Et le budget du MINDU, je crois, c'est 157 milliards, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez que si le MINDU consacre tout son budget uniquement au ramassage d'ordures, ça ne suffirait pas. Et quand on parle MINDU, il y a les routes, la voirie urbaine, il y a les logements, il y a la salubrité et bien d'autres encore. Et donc, je crois que le problème est aujourd'hui systémique. Et la solution risque d'être très compliquée parce que lorsque vous voyez ce qui se passe pour le cas de Yaoundé par exemple, on comprend que c'est un problème qui soit purement interne. Voici une communauté urbaine, je ne suis pas ici en tant que son porte-parole, j'en ai d'ailleurs pas grand chose à faire avec la communauté urbaine de Yaoundé, mais quand vous voyez que c'est au niveau de l'agence de régulation des marchés publics qu'on donne les ultimatums au maire de la ville, vous n'avez pas le droit de payer la facture de la société de ramassage d'ordures pour 2024 parce qu'il le fait, mais tout de suite il sera poursuivi peut-être pour détournement de fonds. Vous comprenez que c'est un problème qui est plus compliqué que ça et il n'est pas question de dire on aime le Cameroun, on ne l'aime pas, mais vous comprenez que là c'est un problème interne. Donc aujourd'hui on a du mal à recruter un prestataire qui va nettoyer la ville de Yaoundé à cause d'un problème qui soit interne à l'ordre dirigeant en place. Et je crains que la véritable solution ne soit de renverser l'autre dirigeant et de recréer un véritable cadre normatif de notre Je voudrais ajouter avec ta permission Charles, juste une parenthèse pour dire que le Cameroun fait malheureusement partie des 10 pays africains les plus endettés avec environ 1,13 milliard de dollars auprès du Fonds monétaire international. Mais que fait-on avec cet argent-là, qu'on emprunte là? Merci. Qui remboursera ça? C'est la postérité? Merci. Mais vous voyez que c'est un peu méchant là. On vous a suivi. On fait avec l'argent qu'on emprunte. On vous a bien suivi, donc on fait comment? Bon, on va voir, on verra bien ce qu'il y a lieu de faire. Je crois qu'avec ça, moi ça m'inspire encore. Hein. Je vois beaucoup de jeunes en chômage qui sont en chômage là, et je me demande toujours comment est-ce qu'on peut faire. Mais si je pouvais vous créer une société où les gars vont ramasser les ordures tous les jours, faire le nettoyage là, peut-être que ça peut nous donner, aux jeunes. Bienvenue Charles, lorsque vous parlez des jeunes en chômage, lorsqu'on sait que l'État camerounais a fermé l'ONCPB, a fermé la CAMSUCO, a fermé la CAMCHIP, a fermé la SCB, le FONADER, la BACA, à l'UQAM, mais vraiment, où va la jeunesse? Merci. Où va la jeunesse? Merci à vous. Je crois que les dirigeants peuvent m'aider. Moi, je n'ai pas assez d'argent, mais j'ai une idée. Hein. On peut rendre cette ville propre. Moi-même, je vais laisser mettre la et rendre Yaoundé propre créera de nombreuses richesses. De nombreux emplois. Parce qu'il y a le recyclage. Et nous n'ignore que la santé est le pénible que nous avons.
le plus important, c'est la merci. Merci. Ça, merci bien. Merci. On vous a suivi. D'accord. Je dis donc, moi, je suis prêt à jeter la veste et aller, n'est-ce pas, ramasser ces ordures-là. Et vous allez voir que Yaoundé sera plus propre et il se fera beau vivre, n'est-ce pas, à Yaoundé. Mesdames, messieurs, vous êtes en direct de la télévision, celle-là qui monte d'ailleurs, Info TV. Et ce soir, un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous laisse d'abord de découvrir ce spot, ou alors cette bande d'annonces, et on se retrouve tout juste après. Comment se porte Aigle? L'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde, mise en œuvre par le gouvernement pour une meilleure gestion des effectifs de la fonction publique et de la solde. Réponse du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative ce vendredi 28 février 2025 sur Info TV. Joseph Lé dit tout sur À vous la parole, les avancées, les perspectives, les limites. À vous la parole, tous les vendredis entre 21h et 22h30 avec rediffusion samedi 7h, dimanche 7h et les lundis à 12h30. À vous la parole, votre parole est sacrée. Voilà, il fallait peut-être découvrir à partir, n'est-ce pas, de la bande d'annonce ce soir, à ne pas manquer. À vous la parole, Jean-Jacques Zé, l'internationaliste, c'est comme ça que je l'appelle, l'internationaliste Jean-Jacques Zé, reçoit donc le ministre de la République, et pas n'importe quel ministre, Joseph, les ministres de la fonction publique, avec, n'est-ce pas, Jean-Jacques Zé, ils vont parler de beaucoup de choses, et surtout de Aigle. De quoi est-il question? Vous l'avez certainement constaté, depuis quelques années, on parle des fonctionnaires fictifs, on parle des personnes qui ne vont pas au travail, mais qui perçoivent de l'argent. Comment, n'est-ce pas, détecter toutes ces personnes-là et comment mettre en fonction une administration assez moderne avec le ministre de la fonction publique, Joseph Lé. Vous verrez donc tous les éléments de ce qui concerne donc les réponses à tous ces éléments-là. Il sera donc accompagné, ou alors le débat sera dirigé par l'internationaliste Jean-Jacques Zé. À ne pas manquer ce soir à partir de 21h. Il en est ainsi tous les vendredis depuis déjà bon nombre de mois. Tous les vendredis, lorsqu'il est 21h, Info TV reçoit donc un invité de marque. Et aujourd'hui, vous avez donc eu ce soir, à ne pas manquer, le ministre Joseph Lé, qui sera donc l'invité de Jean-Jacques Zé. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre notre émission, mais très rapidement, nous allons prendre les préoccupations des téléspectateurs. Vous savez, eux aussi, ils participent à l'émission. Tout d'abord, ce message. Salut, mais non, ça persiste parce que l'entreprise en charge ne met pas de bac à ordures et ne vient pas régulièrement ramasser les ordures. Signez vos messages. Merci tout de même. Merci également à cette autre réaction. Bonsoir très cher aîné, je ne sais pas pourquoi. Nous les Camerounais sommes tribaux. Les conflits entre les communautés. S'il y a l'incendie chez l'une, vont-elles toujours bagarrer à Chilene depuis Yassa, Yatika depuis Douala. Il revient encore pour dire bonsoir très cher aîné. On nous dit qu'il n'y a pas l'argent pour mettre fin à l'insalubrité à Yaoundé. Mais si c'était un problème sur les lions indomptables,
on aurait déjà débloqué l'argent. Malheureusement, Achille Aimé, depuis Yassa, Yatika de Douala. Autre réaction reçue ce soir, les conseillers d'orientation qui ne sont pas orientés eux-mêmes. C'est un poste à enlever et mettre entrepreneuriat. Chaque enseignant est un conseiller d'orientation. Les CO n'ont pas de place au lycée. Les conseillers d'orientation n'ont pas de place au lycée. Il ne sait pas de quoi il parle. Non, c'est un auditeur que je respecte, mais il ne sait pas de. Il ne sait rien. Il se mélange, il se mêle l'espace. Vraiment, il ne connaît pas ce que c'est. Il peut s'approcher de nous. Conseiller d'orientation et c'est l'activité pédagogique. Des pédagogues, de tous deux, oui. Il y a un centre pilote à Ngouakele, en côté du lycée de Ngouakele, en allant vers la centre, qu'il aille là-bas, et on peut bien, ou bien il part... qu'il aille se renseigner là-bas. Bon, s'il peut même me retrouver, vraiment, je lui dis ce que c'est que la personne. Quelle gentillesse. En tout cas, on vous a suivi, vous dites que vraiment, les conseillers d'orientation ont encore toute leur place dans nos établissements. Je disais même dans mon propos liminaire que je déplore le fait que les conseillers d'orientation sont nombreux. Quand on parle de conseillers d'orientation, je vous dis qu'il y en a à la présidence de la République, il y a à la ministère. Moi, qui vous parle, j'ai fait 18 ans à la CRTV. Une école métier d'avenir, c'est moi qui le faisais pour le ministère de l'Éducation nationale. Ok, merci bien. On vous a suivi. On vous a suivi. Merci bien. Alors, et puis, il revient pour dire le rôle du conseiller d'orientation, revenir aux animateurs pédagogiques, car chaque AP veut dire quoi? Animateur pédagogique. Votre animateur pédagogique doit connaître les ouvertures et opportunités qu'offrent les matières de son département. Signez vos messages, ça nous fera du bien. Autre réaction reçue, c'est beaucoup de messages. Bonsoir, mon homonyme alliance entre les partis politiques, ça coince à cause du tribalisme. Les Camerounais, certains partis comme le RMC ne veulent que quelqu'un qui vient donc d'une certaine communauté en boycottant les autres élections. C'est parti. Merci bien. Je crois que c'est Fabien Omba qui nous écrit. Je vais prendre l'autre réaction. Bonsoir le plateau. Le problème de poubelle à Yaoundé et Douala, c'est pas forcément un problème d'argent. C'est plutôt un problème de réflexion. Pourquoi ne pas vendre ces déchets aux sociétés de transformation des déchets, par exemple, les vendre 10 francs le kilo, comme j'ai vu ailleurs. Ceci reviendra nos villes propres. Fabien Onambele, depuis la barrière. Merci, mon cher Onambele. Nous allons donc rapidement voir si du côté de WhatsApp, beaucoup qui nous écoutent depuis l'étranger, qui nous regardent. D'abord, 240 qui nous écrit et dit donc ceci, Buenas tardes. Je crois que moi j'ai fait l'allemand, mais la personne continue à nous dire, je vous écris pour vous dire que vous devez orienter la population sur les bonnes méthodes, mais aussi des bonnes pratiques. La propriété demande des grands sacrifices. Il faut que les populations comprennent que ce n'est pas l'affaire de l'État et ça ne doit pas l'être, car les populations doivent payer pour le ramassage des ordures dans la commune où elles résident. Chaque maison peut payer 2 000 ou alors 5 000 pour vivre dans la propriété. Et s'il vous plaît, quand vous avez des sujets très techniques, évitez d'inviter les politiques. Je ne veux pas dire non. Non, vous voulez dire les hommes politiques pour venir en débattre, plutôt des invités, des spécialistes. Vous avez tout à fait raison, c'est le casting que nous faisons ici. Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de spécialistes, peut-être ils n'ont pas été disponibles. Merci. Autre réaction reçue. Bonsoir, chers frères. Vous constatez vous-même le mensonge du politicien Jonan.
le militant du RDPC et la mythomanie. J'invite les militants du RDPC à visiter Abidjan et la Côte d'Ivoire où je réside. Notre pays fait honte. Et effectivement, il réside depuis Abidjan. Notre ami François, autre réaction, il y en a beaucoup. Véritablement, nous allons prendre l'autre ici et puis nous allons passer à autre chose. Bonsoir, grand homme des médias. Bonsoir au panel. Grand soir. Pourquoi monsieur RDPC ne nous dit pas que peut-être comme pour le cas de Enelo, le gouvernement, via les CTD, ne sont pas acquittés complètement de leur dette financière vis-à-vis de ces prestataires. Et je parle là du cas d'insalubrité. Ce qui pourrait être expliqué donc la persistance de cet état de fait. Bertrand depuis Marois. Merci à vous Bertrand, il y en a beaucoup, nous ne pouvons pas tout lire. Mesdames, messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. Nous allons prendre cette transition pour venir pour la dernière ligne droite. Ce sera donc le sujet phare à l'ordre du jour. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau pour la dernière ligne droite. Dernière ligne droite, nous parlerons donc politique et nous parlerons de la présidentielle 2025. Que peut l'opposition en rang dispersé? Je rappelle que j'ai invité plusieurs hommes de partis politiques qui n'ont pas répondu présent. Parce que quelqu'un, jusqu'à la dernière minute, il me disait qu'il arrivait. Nous n'allons pas jeter le sujet. D'ailleurs, nous avons un homme politique qui est là. Monsieur Ndjekam, le sujet, je crois qu'il est assez important, et c'est le sujet de l'heure. En ce moment, les partis politiques, ou alors certains dirigeants des partis politiques, se positionnent pour la présidentielle 2025. Que peut cette opposition en rang dispersé? Rien du tout. Rien du tout. Et je parle du haut de mon expérience en tant qu'acteur politique au Cameroun, bien avant même le retour à la démocratie. Déjà, pour que l'on puisse contraindre le pouvoir à rouvrir le débat démocratique au Cameroun, il a fallu que les organisations qui travaillaient dans la clandestinité, il y en avait 5 à l'époque, l'UPC, l'UNDPC, c'est comme ça que ça s'appelait, l'UNDPC, il y avait le P2, le Parti panafricaniste, il y avait le FPC, et ça s'appelait pas encore SDF à l'époque, mais des cercles d'études, qui se sont mis à travailler ensemble. Et quand on fait une coalition, elle était suffisamment dangereuse pour que l'on les arrêtât, effectivement, en février 1990. Et c'est ça l'arrestation de Yondor, Anissé Kane, Henriette Ekoué, Abel Moukon, Foucault du SDF et tout ça. Donc c'est cette coalition-là qui, dès qu'elle tente de créer un parti politique, attire suffisamment l'attention des services de renseignement pour qu'on les arrête, et ça déclenche donc tous les mouvements qui permettront le retour à la démocratie. Donc ça montre que même déjà pour retourner à la démocratie, il a fallu une coalition, et certainement pas aller en rang dispersé. Et nous avons déjà connu depuis le retour soi-disant à la démocratie au moins 5 élections présidentielles, c'est ça la 5e, 92, 97, 2011
2018 et ça sera 2025, ça sera la 5e. Donc on a suffisamment d'éléments pour pouvoir analyser scientifiquement les choses et faire des comparaisons. En 92, seul moment où le régime s'est senti dépassé, c'était une alliance qui s'est constituée, l'Union pour le changement, et qui était partie sur la base d'un programme de transition de 2 ans, 3 ans. Et elle a pu faire donc une grande alliance et qui a pu obtenir, bon, selon les sources, soit 40%, soit 36%, mais a fait un score qui reste inédit jusqu'à ce jour. À partir de 93, c'est le one-man show et qui continue jusqu'en 2018. Et nous observons que, d'une part, personne n'arrive à faire plus de 15%, et ça diminue à toutes les élections. On observe aussi quelque chose d'assez inquiétant, c'est que le nombre de personnes qui s'abstiennent, même après avoir accepté d'aller s'inscrire sur la liste électorale, parfois sont plus grands que le nombre de personnes qui votent pour celui qui se déclare vainqueur. Bon, donc cela montre que la population elle-même est en train d'envoyer un signal aux politiques qui ne veulent pas lire, que tant que vous allez en rang dispersé, nous ne voyons même pas pourquoi on va se déplacer pour aller voter. Et je suis absolument effaré qu'après toutes ces expériences-là, il se trouve des personnes et les mêmes, les acteurs de 2018, qui sont allés en rang dispersé et ont perdu, qui encore aujourd'hui sont en train d'aller en rang dispersé. Bon, mais il y a un espoir quand même, parce que... On verra bien tout à l'heure, puisque faut parler d'espoir, on verra bien. Alors, Brun, je m'appuie toujours sur un journaliste pour présenter également les faits. Nous sommes là, la présidentielle se prépare, on constate à gauche, à droite les alliances, que ce soit le parti au pouvoir, de quelques partis de l'opposition. Pas plus tard que hier ou avant-hier encore, c'est Madame Myriam Joya que l'UDC désignait comme candidate à la prochaine présidentielle, candidat, n'est-ce pas, de l'UDC. Demain, ce sera retour au SDF de présenter, n'est-ce pas, son candidat. Quelle analyse en fait, vous, n'est-ce pas, de ces multiples candidats à la présidentielle? Si, déjà, dans le passé, nous avons constaté que aller en rang dispersé n'arrivait pas, cela n'avait pas favorisé cette opposition-là. Il convient de rappeler que la coalition de 1992 n'est pas la coalition de 2018, ne sera pas la coalition de 2025 parce que les données ont suffisamment changé. Et j'ai envie de décevoir peut-être M. Dieucam en disant que peu importe le type de coalition qui se met sur pied, avec la machine que nous avons en ce moment, que ce soit au niveau d'Elections Cameroun, que ce soit au niveau du système administratif, il n'est pas possible qu'à date, quelqu'un puisse renverser le régime en place, notamment le RDPC ou encore le président Paul Biya. C'est très compliqué. Et je pense que ça va au-delà de la question de l'union autour de l'opposition. Vous avez beau avoir le président Paul Biya face à un seul autre candidat de l'opposition, avec ce qui est mis en place en ce moment, je doute très fort. Je ne dis pas que c'est totalement impossible, mais à l'observation de ce qui se passe, ça sera très compliqué, véritablement compliqué. Et donc, pour revenir à la question de l'opposition, j'ai beaucoup travaillé en 2018 sur la question de la coalition. J'ai rencontré pratiquement 7 des 9 candidats qui étaient en liste pour la présidentielle de 2018. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que chacun essayait de travailler pour lui-même. Chacun avait sa vision, chacun avait ses objectifs à atteindre. Et du coup, il venait animer la scène politique quelque part un peu pour faire de la diversion. Ce qui, naturellement, arrange le parti au pouvoir qui, lui, voilà, divisé pour mieux régner, ça passe très bien avec le président Paul Biya et le RDPC. Et donc, j'ai été véritablement déçu de voir qu'au Cameroun, on a des opposants qui ne travaillent pas forcément pour que la population puisse
avancé pour le développement du Cameroun. C'est décevant. Maintenant, nous sommes en 2025, on peut s'inspirer des leçons du passé pour mieux avancer. La coalition, l'opposition en rang dispersé, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, il est plus question d'idéologie. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du parti au pouvoir aujourd'hui, à mon humble avis, je ne suis pas géostratège ou géopoliticien ou quoi que ce soit, ou politologue, mais je pense en toute humilité qu'aujourd'hui, la question réside autour des idées portées. Maintenant, lorsqu'on a rassemblé ces idées, qui porte ces idées? Et j'ai peur, parce que nous sommes pratiquement au mois de mars et nous sommes à, je crois, 6 ou 7 mois en principe de la convocation du corps électoral, si tout se passe bien. Et on n'a pas jusqu'ici une vision claire de ce que veulent ces opposants. On a 2, 3 qui essayent de se battre comme de beaux diables pour sortir la tête de l'eau, mais de manière globale, ce n'est véritablement pas satisfaisant. Lorsqu'on sait que on risque d'avoir un candidat naturel du RDPC qui a, entre guillemets, les faveurs de l'administration, qui a entre guillemets les faveurs d'Elections Cameroun, qui jusqu'ici, sur la base des données que nous avons de part et d'autre, ne travaille pas pour qu'il y ait une élection transparente et véritablement objective au Cameroun, et ça nous pose un vrai problème. Ok. Alors, Monsieur Jonan a écouté Bran. Le problème n'est pas celui, n'est-ce pas, de l'opposition en rang dispersé. Pour lui, le problème, le mal est ailleurs. Celui, n'est-ce pas, de nos institutions. Et les CAM, le Conseil constitutionnel, l'appareil judiciaire. Et tout cela. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, mais ma grande question, ma grande préoccupation, quelle opposition en 2025 lorsqu'elle va en rang dispersé? Oui, je partage le point de mon petit frère, de mon fils. Mais étant du parti proche du pouvoir, je me réserve de donner quelques points de vue, mais sans aller trop en profondeur, parce que mon parti a des règles de discipline très strictes. Nous attendons, quand on va lancer la campagne, peut-être à ce moment-là, je serai sollicité, je pourrais savoir quoi dire. Étant un militant depuis au moins depuis 85, j'étais à l'UNC, après l'UNC, je suis de RDP6 jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que demain il changerait, mais je suis RDP6. Je voudrais seulement dire là que... oui, le mal... nous parlons de... Oui, je comprends. De la présidentielle 2025. Oui, je dis ça pour passer... Bon, nos auditeurs vont peut-être dire que... Bon, pour ce qui est des élections de 2025, je ne le dis pas parce que je suis le RDPC. Il a déjà dit d'une autre manière, mais je le dis clairement, c'est pas la blague. Il faudra tout simplement que les gens ne gâchent pas le point de vue ou bien l'intention du chef de l'État de vouloir vraiment faire de ce pays un pays démocratique. Il est candidat, cette fois-ci, ne prophétise pas, c'est une vérité. Si notre président dit qu'il va être encore candidat, s'il se présente encore comme candidat, ce qui est sûr, c'est qu'il aura un changeur de qualité à la fin des élections. Et celui-là pourrait avoir même, je pense, quelque chose comme 30%. Mais il va gagner. Parce que nous avons, c'est pas question de tricher comme on dit. On a assez vraiment de rouage politique. Oui. Mais il y aura un challenger qui pourrait atteindre 30%. Mais on va gagner. Si c'est présent, bon, si c'est présent. C'est déjà une certitude. Oui, oui. Si le président national de RDPC accepte ce qu'on lui demande de se représenter encore s'il se présente, ça c'est pas la blague, on se retrouvera ici. Je dis que ça, cette fois-ci, il y aura une partie de l'opposition qui va essayer de se réveiller. Autre qui se lève trop, ce sera 30%.
Monsieur, avec votre permission, l'honneur de vos téléspectateurs, m'écoutez parce que ce monsieur vient de dire, parce que il y a un journalisme, la 6e fonction du journalisme, c'est la fonction idéologique. On travaille votre morale, on vous prépare à accepter des choses qui ne sont pas forcément réelles. Donc il est en train de vous préparer qu'en octobre prochain, si l'élection se déroule normalement, le candidat DPC aura 70% et l'opposant principal peut-être 30%, ce qui est faux. Parce que je sais que s'il y a un peuple qui vit aussi mal aujourd'hui ce sont bien les militants du RDPC. Parce que les principaux Camerounais qui souffrent et dans leur chair et dans leur âme et même dans l'esprit, ce sont ces militants du RDPC qui attendent de façon aveuglée le changement qui n'arrive pas. Okay. Donc n'écoutez pas. Merci à vous. Je pense que les téléspectateurs ne sont pas idiots. Ils sont intelligents. Ils sont bien intelligents. Les Camerounais sont très mais quand même, M. Njona a sa prise de parole et il a fait savoir que, bon, je ne sais pas s'il a esquivé ma question, mais les uns les autres ont compris. Non, il fait diversion en essayant de manipuler. Merci à vous. Alors, très rapidement, M. Choudjan, depuis, nous posons la question, c'est quoi le problème au sein des partis politiques? C'est quoi? C'est de l'opposition? C'est un problème de la démocratie? Est-ce que c'est un problème d'idéologie? Parce que peut-être la question reviendra tout à l'heure à M. Djekam, qui est un homme politique avéré. Lorsque deux partis ou 3 partis se retrouvent, il y a quand même ce que, en profondeur, au premier moment, c'est l'idéologie. Est-ce que l'on peut faire coalition avec une autre partie alors que vous ne vous entendez pas sur certains points? Est-ce que l'idéologie peut être un frein assez... Il faut être objectif et réaliste. Il ne faut pas rêver. La coalition serait la bienvenue, mais la coalition n'est pas la panacée. Non. J'ai été un peu déçu de suivre les propos de mon aîné, le président Djekam Tchameni, qui a été trop pessimiste, n'est-ce pas, lui en tant que chef de parti politique. Je crois que le pessimisme ne donne aucun progrès. Aucun progrès, même si les réalités ambiantes font de ce pessimisme-là. Alors, et je voudrais rappeler à toute fin utile qu'en 1992, je crois bien, l'opposition camerounaise a gagné les élections présidentielles. Par l'intermédiaire de la personne du feu, ni John Fondi. Même les communicants du RDPC le savent et le disent, que l'opposition a gagné les élections présidentielles au Cameroun en 1992. C'est ce qui s'est dit. Vous voyez? Vous savez, les élections ont été volées comme d'habitude. Bon, je voulais dire... Là, je ne pratiquais pas encore le je voulais dire ceci à monsieur Apollinaire en bas. Écoutez, petit étudiant. Écoutez, que pour l'opposition en rang dispersé, même en rang dispersé, la victoire est possible. Vous comprenez? Il suffit simplement... Et je voulais revenir sur ce que mon voisin vient de dire lorsqu'il dit que le chef de l'État veut faire du Cameroun un pays démocratique. Mais il n'y a pas de démocratie sans alternance. Ça ne se fait nulle part, sauf au Cameroun. Le pilier fondamental de la démocratie, c'est l'alternance. Que ce soit dans les municipales, que ce soit à la présidentielle. Un chef d'État qui est au pouvoir a vite atteint. On ne parle pas de démocratie, on parle d'autre chose. C'est pas la démocratie. Et je voulais dire ceci. Quelle démocratie? J'arrive s'il vous plaît. J'arrive s'il vous plaît. Mais je viens de dire et je le répète à mon vision que l'opposition a gagné les élections en 1998, mais les élections ont été votées. Tout le monde le sait. 92. En 1992, merci bien. En 92, l'opposition a gagné les élections. Les communicants de RDPC le savent et le disent. Ça, je ne peux pas prendre ça sur moi. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Moi, je vous le dis. Non, moi, je vous le dis. Maintenant, s'il vous plaît. Je me base sur ce que on m'a présenté. Laissez-moi mon temps. Pour ça, j'ai dit, bon, maintenant, encore qu'à cette époque-là. Maintenant, que pour l'opposition camerounaise, même avant de disperser, l'opposition camerounaise peut beaucoup de choses, à condition qu'il faut toiletter le code électoral. Ce que le pouvoir refuse. Il faut toiletter urgemment le code électoral. La solution, on va les trouver tout à l'heure. Vous comprenez? Oui. Il faut également améliorer le délai de la campagne électorale. Est-ce qu'il y a un problème là présentement? Est-ce que cette opposition peut s'en sortir en rang dispersé? Je réponds par l'affirmative. Que l'opposition peut s'en sortir, même s'il n'est pas uni, même s'il est vrai que les chances, n'est-ce pas, seront accrues, seront augmentées s'il y avait unité. Mais même sans unité, l'opposition peut gagner les élections si et seulement si
Le code électoral est toiletté. Si beaucoup de choses sont revues, il faut par exemple rendre indépendant les institutions telles que l'ECAM. Il faut rendre indépendant le Conseil constitutionnel. Ce que le pouvoir ne veut pas. Vous voyez? Et c'est pour ça que je suis déçu lorsque mon compatriote parle, n'est-ce pas, de Paul Biya comme celui-là qui veut apporter la démocratie au Cameroun. Vous voyez? On ne veut pas la démocratie dans la fermeture. Non. On veut la démocratie dans l'ouverture, dans la transparence. On profite de tout le monde, aussi bien de l'opposition que du pouvoir. Bon, vous voyez que nous avons, n'est-ce pas, ce problème de sensibiliser les Camerounais pour une participation massive aux élections et pour un vote massif. Surveiller le vote. Il faut également, n'est-ce pas, instaurer le bulletin unique du vote. Il faut lutter contre la fraude électorale. Vous voyez? Donc il y a bien des choses à faire. Il faut également dénoncer les procès-verbaux préfabriqués que l'on voit dans les élections antérieures. Il faut dénoncer cela pour que les élections soient transparentes pour l'intérêt des Camerounais. Ce que je veux, c'est pour la soif universelle, c'est pour la femme universelle, c'est pour un Cameroun indépendant, c'est pour un Cameroun libre et développé. Je veux rappeler quand même que vous dites des choses que moi j'ignore et que je ne peux pas... Nous sommes ici pour nous informer. Oui, effectivement. Oui. Lorsque nous parlons, il faudrait également avoir certaines... les preuves. Les preuves sont tangibles et papables. Les preuves sont visibles. Peut-être. Ok, merci. Alors, merci à vous. Nous allons donc évoluer. Je peux dire notamment rapide. Monsieur Jekam, oui, très rapidement. Je suis un peu étonné quand j'écoute les copanélistes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis et ils répètent exactement ce que je dis. C'est-à-dire que, d'une part, Brand reconnaît que l'opposition telle qu'elle fonctionne maintenant ne fait pas une offre politique qui mobilise les électeurs. Les chiffres sont là, c'est clair. C'est-à-dire qu'on peut avoir la passion, on peut avoir l'amour. Et je ne sais pas, moi j'ai fait 3 ans de prison politique, j'ai fait 5 ans d'exil, j'ai perdu ma société, j'ai fait tout ça là. Donc il n'y a personne ici qui va s'asseoir et me dire que j'ai de quelque acquaintance que ce soit avec le pouvoir. Mais je vous dis ceci, c'est que, et je connais l'opposition, je connais tous les acteurs. Depuis la clandestinité, j'étais membre de la coordination des partis politiques et associations. J'étais membre de l'AC-CNS, j'étais membre de l'Union pour le changement. Je rappelle à gens, peut-être beaucoup de gens ici peut-être ne me connaissent pas, j'étais président de Cap Liberté. Donc, en 1992, effectivement, moi, je pense qu'on a gagné. Bon, maintenant... C'est une réalité. Maintenant... Les faits sont là. Moi, ce que je disais... C'est ce qu'ils pensent. Oui, ce que je voulais dire simplement, c'était quoi? C'est que, effectivement, quand on étudie bien ce qui s'est passé, parce que ce n'est qu'en 1992 qu'on a des résultats suffisamment palpables. Je suis d'accord avec vous. Gagné ou pas? Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que le pouvoir a été obligé de concéder 36 à un candidat. Oui. Bon, ce candidat-là était le candidat, et c'est pour ça que j'insiste, était le candidat d'une coalition. Parce que par la suite, quand la coalition lui a donné tout son pouvoir, après il fait comme si c'était lui, parce qu'il a arrêté les balles, qui a gagné, mais c'était le travail d'une coalition qui a été construite systématiquement sur 2 ans. Et donc c'est pour ça que je rappelle cela. À partir de 93, on va d'échec en échec, parce que pendant que le pouvoir, lui, construit une coalition, le RDPC est dans une coalition au niveau de la présidentielle, avec l'UNDP, avec l'ANDP, avec le MDR, avec le FNLC, et maintenant avec le PADEC, etc. Et ne s'arrête pas là. Continue et va chercher des petits trucs comme les G20, etc. Okay. Donc je le dis, c'est très important parce que il y a des illusionnistes dans cette opposition. Des gens qui pensent qu'ils sont investis d'un pouvoir divin. Et c'est ce crétinisme qui jusqu'aujourd'hui nous empêche. Les gens ne savent pas construire des coalitions. Ils croient que par chance, quelque chose va arriver et ils croient que le pouvoir va les aider à gagner les élections. Je suis désolé de vous le dire.
si moi j'étais au pouvoir, je ne changerais pas le code électoral, parce qu'en politique, tu ne concèdes rien tant que l'autre n'a pas levé suffisamment de force pour t'amener à concéder. Ok, merci. Lorsque cela a été dit, s'il vous plaît, vous venez de prendre la parole, vous allez reprendre la parole. Merci beaucoup. Merci, je reviens. Tout à l'heure. Alors, Brian, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il faut espérer pour 2025? Je le disais encore tout à l'heure, chaque parti va de manière solitaire, il se dit c'est chacun qui doit gagner l'élection. Où se trouve la clé pour la réussite de la présidentielle, que ce soit du côté du pouvoir ou même de l'opposition? Je crains que le pouvoir n'ait perdu d'avance l'élection parce qu'en 43 ans, il n'a rien fait pour que le Cameroun se développe. Et tous les Camerounais en sont témoins, y compris ceux qui appellent le président Paul Biya se représenter à cette élection-là. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que rapidement une synergie se mette en place. Parce que comme M. Dieucam Tchameni le dit effectivement, on en a besoin. Mais à titre personnel, on le dit, si toutes les mesures étaient mises sur pied, on n'aurait pas forcément besoin de cela. Mais aujourd'hui, il faut une synergie d'énergie, il faut une synergie d'idées pour que tous les Camerounais se retrouvent véritablement. Parce qu'il y a une réalité. On est tous perdus, y compris au sein du parti au pouvoir. Mais en réalité, lorsqu'on tourne la tête, on ne voit pas véritablement sur qui s'accrocher. Et quand je parle de qui ici, il s'agit de l'idée portée pour véritablement créer une boule d'énergie, une véritable synergie d'action pour que les choses basculent. J'ai même l'impression que si le président Paul Biya allait aux élections seul, il serait battu. Et donc, aujourd'hui, on a besoin que ces acteurs de la véritable opposition, parce que la majorité de l'opposition au Cameroun fait partie de la majorité présidentielle. Excusez du peu et de cette tautologie. C'est-à-dire à peu près 80-90% de l'opposition est greffée au RDPC. Et donc, il faut que les 10% d'opposition, entre guillemets, réaliste que nous avons, l'opposition véritablement détachée, n'est-ce pas, de l'ordre gouvernant en place, puisse fédérer les actions, qu'il puisse rapidement s'asseoir. Je crains qu'il ne se fasse trop tard, mais comme on dit souvent, il n'est jamais trop tard. On a encore, je crois, 3, 4 ou 5 mois. Il faut qu'ils s'asseyent tous, les monsieur Tchameni, les Kamto, les Cabral Libi, les Tomaino Damdjoya et bien d'autres encore, pour penser à l'avenir du Cameroun. Et ces noms que je cite, eux, ils ont entre guillemets roulé leur boule. Il faut qu'ils réfléchissent. Quel est le Cameroun que nous voulons véritablement laisser pour nos enfants, pour la prospérité, et qu'on ait un nom, et un nom qui soit le reflet de ce que veulent véritablement les Camerounais. Je vous dis, l'idée du changement, elle est là. Il reste simplement le levier sur lequel on va appuyer pour que les choses avancent. Merci, Brian. Monsieur Jonan, à suivre Brian, c'est que l'opposition a toutes les clés pour réussir. Mais pourquoi ça dérange? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'entendre? Dire que l'opposition a toutes les clés pour réussir, ça m'étonne. Les clés, quelles sont ces clés-là, par exemple? Bon, vous n'êtes pas convaincu de votre politisme. Vous n'avez pas bénéficié, vous ne serez pas où vous êtes aujourd'hui si on avait de véritables dirigeants au Cameroun, et vous en êtes conscient. Donc je voudrais tout simplement vous dire que mon militantisme n'a pas... Vous savez qu'en politique, c'est par étage, hein, c'est le niveau, c'est par palier. Moi, je suis un militant. Vraiment, aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Quelle analyse faites-vous donc de cette opposition-là? Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous? Non, ça ne me regarde pas, parce que si se disperse d'un peu comment, ça a l'avantage de mon parti. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est tout simplement que, pour le moment, oui, d'une manière autre, je peux les donner un peu de raison, parce qu'il y a un peu de difficultés avec l'inflation, les difficultés de la vie, oui, ils peuvent bien
il vaut mieux avoir affaire à un ange qu'on connaît à côté de toi, ou bien un démon, que d'aller chercher un ange ailleurs. Laissons le patriarche, je dis ça à mes militants, bien sûr. Laissons le patriarche terminer ces choses quand Dieu le voit. C'est des plus tôt. Merci, monsieur Jonah, merci. On continue ailleurs. Décidément, vous n'avez répondu à aucune. La seule question que vous avez répondu, que j'ai posée, c'était sur l'orientation lorsque je vous ai accueilli sur ce plateau. Les autres là, vous... Je pense que vous posez la couche, n'est-ce pas, toutes mes préoccupations. Enfin, c'est votre rôle. Mais quand même, il y a ce monsieur, le roi Alima, qui revient. Il dit l'opposition est une fleur pour le RDPC. Le RDPC, c'est le papillon. Le papillon a besoin du nectar de la fleur. Opposition dispersée égale grand jardin, donc beaucoup de fleurs. Beaucoup de nectar égale victoire du RDPC. C'est Alima qui le dit. Autre réaction. Bonsoir le panel. L'opposition en rang dispersé n'est pas un problème, mais c'est le système électoral qui crée le problème. Car le RDPC a pris les vrais opposants dans leur groupe à cause de la politique du ventre. Et ces opposants ne veulent pas le changement. Or, nous avons vu ce qui s'est passé en 1992 avec Frunzi. Si le RDPC veut une vraie compétition, qu'ils mettent les élections à 2 tours pour voir. Ils vont voir. On va voir s'ils vont tenir. Signez vos SMS. Merci. Autre réaction reçue. Bonsoir à tout le panel. Très belle thématique. Il nous faut des hommes intègres comme M. Ndjekam, grand homme politique qui ne s'agite pas comme certains hommes politiques sur les plateaux de télévision et qui mène sa bataille dans la sérénité en représentant la loi. Monsieur Tchameni, vous êtes un modèle pour les Camerounais. Priso depuis Mouan, Bakoko à Douala. Autre réaction, pour rendre la ville propre, il faut privatiser le ramassage des ordures. Ces privés vont recycler. Merci à vous. Et puis très rapidement, quelques messages du côté de WhatsApp. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Nous allons commencer par bonsoir en studio, très belle émission. Pourquoi à chaque fois qu'un opposant veut prendre la parole, la seule référence c'est la victoire de 1992 et les autres années, qui a gagné? Mettez-vous au travail. En rang dispersé, vous ne pouvez rien. Ampère à Bamenda. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous. C'est moi, William de Bepanda. Tenez, saluez-moi, William de Douala. Voilà, merci tout de même. Autre réaction reçue. Bonsoir Prince et Europanel. Vous savez, si vous avez déjà eu à superviser des élections au Cameroun, vous savez franchement que M. Biya n'en a jamais gagné. En 1992, il s'est dit qu'il avait perdu. Vous savez combien de partis étaient à ces élections? Sauriez-vous me dire avec qui Sonko a fait alliance dans une élection où il y avait 19 partis? Sonko a fait alliance avec le peuple. Si vos panélistes ne savent pas que Cabral a son programme dans un livre et que le MRC a le sien chiffré sur la toile, il ne mérite pas de venir nous éclairer. Il y a des partis qui travaillent et ont les voix sur le terrain. Un leader de parti a dit qu'il était avec 2 ex-SG à Kondengui. Vous n'avez pas compris quoi? Le peuple peut faire gagner soit Cabral, soit Kamto, Ndobo, qui nous écrit. Je crois que... Merci à vous, monsieur.
beaucoup de messages. Nous allons prendre ce dernier. Il y en a beaucoup qui nous viennent du plus 240, de plus 49, je sais pas combien. Bonsoir au panel. Ce qu'il faut au Cameroun, c'est l'union du peuple derrière un candidat. À l'heure du bilan du candidat du RDPC, les électeurs devront accorder leur suffrage à tout un autre candidat, excepté à celui responsable de la situation actuelle. Arrêtons de vouloir faire porter le chapeau à ces pauvres opposants qui font déjà beaucoup malgré la répression barbare du régime. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un individu avec le peuple. C'est le peuple qui a donc faim. C'est le peuple qui a donc le mot de fin. Ouais. Voilà. Vive le Cameroun, Franck Junior depuis l'Allemagne. Nous sommes arrivés au terme parce qu'il y a beaucoup de messages. Bon. Oui, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire que, vous voyez, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, des élections au Cameroun, bien de l'opposition, du pouvoir, il faut plutôt lancer le regard, il faut être plutôt focalisé sur l'avenir de la jeunesse. Pas forcément pour des adultes comme nous autres, qui avons des enfants à la maison, qui ont des diplômes, qui ont même des formations professionnelles, mais sans emploi. Vous vous imaginez que le Cameroun est finalement considéré comme étant le meilleur centre de formation de la résilience. Vous voyez? Et au Cameroun, environ 90% de la population sont dans le secteur informel. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour? Avec moins de 1000 francs par jour. Mais c'est grave! Okay. C'est grave! Okay. Et lorsque nous parlons de cela, est-ce que c'est tout simplement... Nous sommes en face d'un système étatique qui a montré ses limites. Okay. Et je voudrais dire ceci. Le patronage BIA a promis aux enseignants, n'est-ce pas, la signature du statut particulier. On ne va pas par 3 fois. Merci. Par 3 fois, votre visiteur que je suis a demandé une dialogue par unité. Je n'ai pas réussi. On vous regarde. On va vous permettre. Je reste avec vous. Merci. Brian, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Je voudrais simplement dire aux Camerounais que déjà, il y a déjà plusieurs alliances. Il faut déjà que ces alliances-là se réussissent, s'associent et qu'elles puissent avoir avec elles un nom qu'on propose aux Camerounais. Et parmi les noms, il y a des noms qu'on connaît déjà. Ça peut être Cabral, ça peut être Kamto, qu'on propose. Pourquoi pas M. Djekam Tchameni, qu'on propose ce nom-là aux Camerounais avec des idées qui portent et que les Camerounais plébiscitent le changement. Merci. Nous allons sortir avec M. Djekam. Moi, je souhaite que l'opposition se disperse de plus en plus. Ça va faciliter la tâche. Alors, M. Djekam, certains, sur ce plateau, n'est-ce pas votre initiative, celle-là, n'est-ce pas, de réunir le maximum de partis politiques et même la société civile pour trouver un parti, un candidat unique pour la présidentielle, même si Brian le disait tout à l'heure, a cité quelques noms, mais vous semblez dire que c'est pas le nom qui est le plus important, c'est le projet. C'est l'offre. Oui. Je voudrais dire ceci à mon co-panéliste. Monsieur Soudjem. Oui, Monsieur Soudjem, je ne suis absolument pas... D'ailleurs, j'ai commencé par vous dire qu'il y avait un espoir. Je ne suis pas pessimiste du tout. D'accord. Au contraire, merci. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas au pouvoir de nous faciliter la prise du pouvoir. Ça n'existe nulle part. Personne ne l'a fait. Et je veux dire également à Monsieur du RDPC que il y a des, Monsieur Njolan, qu'il y a des régimes encore plus forts que ceux-ci qui ont été renversés. Et je vis en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de, c'est-à-dire chaque clé a une verrou. Et le problème qu'il y a maintenant, c'est que ceux qui veulent qu'il y ait le changement, c'est à eux d'accepter la responsabilité de trouver la bonne clé et de savoir faire une autocritique. C'est ça qui est un problème dans l'opposition. C'est que les gens ne veulent pas se remettre en question. Or, l'idée d'un candidat, d'un homme providentiel qui peut entraîner le truc, qui peut faire l'unanimité, il faut laisser ça. Ce qu'il faut, c'est une idée qui puisse convaincre le maximum l'adhésion du peuple. Ok.
L'adhésion du peuple. Et cette idée-là, il me semble, aujourd'hui, c'est l'idée de la refondation du Cameroun par une période de transition. Ce n'est que ça qui peut même fédérer suffisamment d'acteurs politiques, parce que les gens se diraient, ben écoutez, on va à ce truc-ci là pour un temps, le temps qui nous permet même de nous organiser, et dans 2-3 ans, on repart aux élections. Merci, monsieur Ndiekam. Vous savez, vous portez un projet. Et ce projet-là doit être bien connu par les Camerounais. Nous allons nous avons annoncé tout à l'heure le passage du ministre Joseph Lé à 21h. C'est l'espace où les grands hommes. Vous proposez également, vous voulez également la présence de M. Ndiekam. Bon, lorsque je l'ai dit, M. Ndiekam. Et pourquoi ma présence, M. Amba? Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en politique. Je pas ce que j'ai dit. Merci. Merci à vous tous. Et comme pour votre invitation, j'accepte, je serai là. Merci beaucoup. Ok. On va arranger cela. On va arranger cela. Merci à toute la réalisation. Merci à Guy. Merci à la supervision générale assurée par Dieudonné Mveng, Charles Apounier-Rumba, c'est mon nom. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous à vendredi lorsqu'il sera à 17h, si et seulement si il plaît à Dieu. Ne manquez pas les grands rendez-vous du week-end, hein, les émissions de débat, même ce dimanche à partir de 11h30, et ce soir à partir de 21h, retrouvez Jean-Jacques Zé à bâton rompu avec le ministre Joseph Lé, et retrouver encore Jean-Jacques Zé lundi lorsqu'il sera à 17h pour le grand soir, n'est-ce pas, de la semaine dernière. Nous serons déjà au mois de mars. D'ici là, restez scotchés. Au revoir.